Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 30 septembre 2025 et notre ami, le professeur Marandi, est avec nous. Il est ici parmi nous. Bienvenue, professeur. Merci beaucoup, Nima. Merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir. Permettez-moi de commencer, professeur, par la visite du président iranien accompagné de son équipe, y compris le ministre des Affaires étrangères. Ils se sont rendus aux États-Unis et se sont exprimés dans les médias, tant à droite qu'à gauche. Mais le message principal portait sur les négociations, les discussions. Et voici ce qu'a déclaré le président Raisi sur Fox News. Aucune place pour les armes nucléaires ou tout type d'armes de destruction massive. Les accusations infondées qu'ils exagèrent sont inacceptables. Nous n'avons jamais cherché à obtenir des armes nucléaires. Nous ne chercherons jamais à en obtenir. Mais si M. Trump... Si son objectif était que nous n'ayons aucune arme nucléaire, cela était facilement réalisable. Il n'y a jamais eu de preuve tangible que nous cherchions à acquérir des armes nucléaires. Par conséquent, ils ont utilisé cela comme prétexte pour mener une attaque qu'ils n'auraient pas dû commettre. Professeur Marandi, en regardant ce qu'a dit le président Raisi et le comportement des Européens ainsi que des États-Unis, pensez-vous qu'ils veulent vraiment négocier? Veulent-ils vraiment discuter? Non, l'intention n'est pas de véritable négociation. Il ne s'agit pas de discuter. Ils sont profondément sous l'influence des sionistes et des néoconservateurs. Et bien sûr, les néoconservateurs et les sionistes sont les mêmes. Ils ont montré qu'ils n'avaient aucune bonne volonté. Lorsque les Iraniens ont accepté de négocier indirectement avec les États-Unis, ils savaient que les Américains et le régime israélien conspiraient pour les attaquer. J'ai entendu des gens dire en ligne que les Iraniens avaient été trompés. Non, ce n'est pas vrai. Les Iraniens savaient qu'il y aurait une attaque. Ils se sont trompés en pensant que le régime sioniste n'attaquerait pas les dirigeants iraniens et la direction du pays. Mais les Américains conspiraient et montraient leur duplicité. Et lorsque le régime israélien a attaqué, les Européens l'ont soutenu. Les Canadiens, les Australiens, la Nouvelle-Zélande, l'Occident collectif, ils ont soutenu l'attaque contre l'Iran. Et je crois que c'est le chancelier allemand qui a dit que le régime israélien fait le sale boulot à leur place. Donc je pense que cela montre exactement où il se situe. Ensuite, en ce qui concerne le mécanisme de snapback et la relance des 6 résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU adoptées il y a de nombreuses années, là encore, nous avons vu les Européens se montrer trompeurs envers l'Iran. Ils ont essentiellement dit aux Iraniens que si vous faites A, B, C, nous répondrons avec souplesse. Les Iraniens savaient qu'ils mentaient. Mais les Iraniens, simplement pour montrer qu'ils mentaient, ont accepté un accord avec l'Agence internationale de l'énergie atomique au Caire. Pourtant, malgré cela, les Européens se sont inclinés devant les États-Unis, comme on s'y attendait à Téhéran. Ainsi, chaque fois que les Européens faisaient une promesse et que les Iraniens avançaient, il s'est avéré que les Européens mentaient. Encore une fois, les Iraniens savaient ce qui se passait, et il ne s'agissait pas d'être naïfs. Les Iraniens veulent que ce segment de la société iranienne, qui est plus naïf, les libéraux, les riches, certains étudiants universitaires jeunes et influençables, soit de leur côté en ce moment, car nous entrons dans une phase dangereuse. Nous savons que le régime israélien prépare une nouvelle attaque, et cela pourrait arriver très bientôt. Les Iraniens veulent donc que le pays soit uni, et ils veulent aussi que la communauté internationale voit que l'Occident ment, que l'Occident est trompeur. Et il ne s'agit pas du programme nucléaire.
Encore une fois, il se peut que nous assistions bientôt à une attaque contre l'Iran, mais Trump a déjà déclaré que le programme nucléaire iranien avait été anéanti. Il l'a dit à de nombreuses reprises. Alors, quelle serait la justification pour attaquer l'Iran? Lorsque l'attaque commencera, encore une fois, vous verrez les Européens, les Américains, les Canadiens, les Australiens et les Néo-Zélandais dans le même camp. Et vous verrez également que les installations militaires d'Erdogan, utilisées par les Américains, seront mises au service du régime israélien. Vous verrez que les installations militaires bahreïnies, contrôlées par les États-Unis, seront au service du régime israélien. Vous verrez, à travers le Golfe Persique, des bases américaines impliquées dans l'aide au régime israélien. Ce sera exactement comme la dernière fois. La Jordanie permettra aux Israéliens d'utiliser son espace aérien à la fois pour attaquer l'Iran et pour se défendre. Et bien sûr, ce sera comme ce que nous avons vu la dernière fois, sauf que je pense que l'Iran sera beaucoup plus affirmé. Le pays est très uni, et l'Occident est aujourd'hui beaucoup plus faible, tout comme Israël, le régime israélien, car au fil du temps, le régime israélien est de plus en plus méprisé à travers le monde. Je participe actuellement à une conférence en dehors de l'Iran, et on peut constater qu'il y a un consensus à propos du régime israélien. Il est méprisé. Et cela ne fait qu'empirer. À l'intérieur du pays, Netanyahou devient de plus en plus impopulaire. Les sionistes israéliens veulent que la guerre se termine, non pas parce qu'ils sont de bonnes personnes, dans leur immense majorité, ils sont génocidaires, selon leurs propres sondages. Je ne dis pas cela comme une accusation, c'est ce que disent leurs sondages, mais ils sont fatigués de la guerre. Cela ruine leur vie, cela ruine leur avenir. Donc, Netanyahou n'a pas la popularité nécessaire dans son pays pour poursuivre la guerre. L'économie est en difficulté. Le monde devient de plus en plus hostile. Ils ont perdu la société américaine. Et les Iraniens, bien sûr, seront beaucoup mieux préparés cette fois-ci. Ils ont essentiellement tiré des leçons de leurs lacunes, erreurs et mauvaises évaluations. Et ils se réorganisent et se restructurent. Ainsi, leurs capacités offensives seront bien meilleures et ils seront également mieux équipés pour se protéger. Donc, cette fois-ci, cela pourrait être une guerre dure, très dure. Mais l'essentiel, c'est que l'Occident soutiendra le régime israélien. Peu importe. Ils disent que d'accord, le programme nucléaire est anéanti, comme Trump ne cesse de le répéter. Que ce soit vrai ou non, ce n'est pas la question. Mais une attaque contre l'Iran sera soutenue par l'Occident simplement parce que c'est Israël qui l'entreprend. Et personne ne devrait être surpris, car l'Holocauste continue pendant que vous et moi parlons. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants ont été assassinés. La nuit dernière, beaucoup d'enfants ont été assassinés. Les attaques se sont intensifiées après que Trump et Netanyahou se sont entretenus. Ainsi, les médias occidentaux restent indifférents. Nous voyons que TikTok est racheté afin que les voix pro-palestiniennes puissent être réduites au silence. Donc, lorsqu'ils commettent un génocide et que les journalistes, les élites et les universitaires occidentaux restent tous silencieux ou sont des apologistes, alors personne ne devrait être surpris que le régime israélien tente de frapper, frappe à nouveau l'Iran, et que l'Occident le soutienne. Il n'y a rien de surprenant à cela. Nous avons appris, d'après ce qu'a dit le ministre iranien des Affaires étrangères, le Dr Araghchi, que l'Occident, il semble, que les États-Unis ont demandé à l'Iran d'envoyer, d'une manière ou d'une autre, leur uranium enrichi afin de repousser le rétablissement automatique des sanctions et tout cela. Mais le niveau d'ignorance est franchement incroyable, compte tenu de ce qui se passe et du type de raisonnement qu'ils affichent. Alors, qu'est-ce que ça signifie, le rétablissement automatique des sanctions pour l'Iran, quand les États-Unis font, à mon avis, une proposition aussi ridicule à l'Iran?
Eh bien, vous savez, une autre chose que les Européens ont dite, c'est que, vous savez, nous voulons que vous négociez avec les Américains. Et les Iraniens ont accepté dans le cadre du P5+1. Mais encore une fois, malgré l'accord de l'Iran, les Européens ont procédé au snapback. Donc tout cela ne fait que prouver qui ils sont, à quel point ils sont trompeurs, à quel point ils sont peu fiables et inutiles. Mais je pense, vous savez, Nima, que le problème est que l'Occident est maintenant dans une position où il a été exposé aux yeux du monde entier. Ils n'ont aucun respect pour les droits de l'homme. Ils n'ont aucun respect pour la liberté. Nous voyons comment les partisans pro-palestiniens sont réprimés, comment leurs voix sont réduites au silence. Nous avons vu ce qui est arrivé à George Galloway et à sa femme, pas seulement à George, mais aussi à sa femme. Not just George, but also his wife. We are seeing this happen across the Western world. Nous voyons cela se produire dans tout le monde occidental. Et pourquoi? Pour le compte d'un régime génocidaire, raciste, suprémaciste, ethnique et colonial, qui mène un holocauste, un nettoyage ethnique et affiche ouvertement son racisme. Ils le font pour eux. Ils font tout cela pour eux. Ainsi, l'Occident n'a plus aucune influence. Ils ont perdu leur pouvoir d'attraction. Ils perdent leur puissance économique. Leur puissance militaire n'est plus ce qu'elle était, ni ce qu'ils prétendent, comme nous l'avons vu tant dans le conflit Iran-Israël qu'en Ukraine. Ils se trouvent donc dans une situation très difficile. Et plus ils déclinent, plus ils deviennent dangereux, plus ils deviennent irrationnels, plus ils deviennent en colère, et plus ils agissent de façon insensée. Nous faisons donc face à une entité très dangereuse qui ne fait que se débattre. Il n'y a aucun moyen pour l'Iran de traiter avec ce régime, les États-Unis et les Européens, de manière rationnelle et d'espérer qu'ils se comportent de façon rationnelle. Ce n'est tout simplement plus possible. Et cela, je pense, a profité aux Iraniens et à l'État, car il existe désormais un consensus en Iran. Désolé, je me suis un peu éloigné de votre question. Il y a maintenant un consensus en Iran pour travailler avec le Sud global, avec la Chine, avec la Russie, pour poursuivre les intérêts de l'Iran et ses intérêts nationaux dans le cadre des BRICS, de l'Organisation de coopération de Shanghai, de l'Union économique eurasiatique et d'autres entités similaires. Parce que l'Occident est une impasse. On ne peut pas traiter avec eux. Quoi que vous fassiez, ils vont s'en prendre à vous et ils soutiendront le sionisme. Donc je pense que cela a permis de consolider l'opinion publique en Iran. Cela a poussé ceux qui poursuivaient encore ce que je qualifierais, ce que j'ai toujours considéré comme un mirage, à savoir de meilleures relations avec l'Occident, à se confronter à la réalité. Et je pense que la manière dont l'Iran a négocié avec eux, ainsi que les accords conclus, c'était la chose intelligente à faire. Nous savions que, et je crois qu'après la signature de l'accord en Égypte, j'ai dit quelque part que cela ne réussirait pas. Tout comme les négociations indirectes avec les États-Unis, nous savions qu'elles n'aboutiraient pas. Mais nous avons joué le jeu simplement pour montrer à tous, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, que le problème ne vient pas de Téhéran. Et je pense qu'ils ont réussi. Je pense que 4 décennies et demie de propagande anti-iranienne ont toutes été détruites et balayées dans une large mesure au cours des dernières années, mais surtout au cours des derniers mois. Et ceux qui se trouvent dans le camp américain ont été exposés aux yeux de leur propre peuple et des autres. Erdogan, le Qatar, vous savez, l'accord de paix de Trump, qui est répugnant et honteux. On voit qu'Erdogan, le Qatar, l'Égypte et d'autres le soutiennent. Les Saoudiens, c'est une capitulation. Au lieu de soutenir le peuple palestinien, ils soutiennent un plan où la résistance, qui sait ce que cela signifie, est expulsée de Gaza et en gros contrôlée par qui? Tony Blair.
Nous savons tous qui est Tony Blair, l'une des personnes les plus maléfiques de cette planète. Il a commencé le massacre des populations de notre région avant que cela n'arrive. Les voyous autour de Trump et les gouvernements en Europe étaient impliqués dans ce genre de choses. Nous savons tous ce qui s'est passé en 2003. Nous avons tous vu les manifestations en Angleterre, puis la destruction qui a suivi en Irak et en Iran. Et d'ailleurs, parfois, on voit des gens sur les réseaux sociaux qui sont hostiles envers l'Iran. C'est généralement le même groupe habituel. Mais ils disent que l'Iran a soutenu la guerre en Irak. L'Iran y était opposé. J'étais en fait aux manifestations contre la guerre et j'ai participé aux manifestations anti-guerre au Royaume-Uni. Et l'Iran y a toujours été opposé. L'Iran a essayé lorsque les Américains ont envahi, l'Iran s'est infiltré, mais ils n'ont absolument pas soutenu les Américains. Ils ont qualifié cela de guerre illégitime. Mais Tony Blair, à l'époque, a menti sur les armes chimiques. Il a menti sur Al-Qaïda. Et cela a vraiment été le début, ou presque le début, de ce chapitre catastrophique pour l'Asie de l'Ouest et l'Afrique du Nord qui a détruit tant de pays et tant de vies. Et tant de personnes ont déménagé en Europe à cause de cela. Et vous voyez des gens et vous protestez. Mais au lieu de protester, au lieu de s'en prendre à ces pauvres réfugiés, ils devraient s'en prendre à leur propre gouvernement pour avoir détruit la vie de tant de millions de personnes et les avoir forcés à venir en Europe. D'après ce que nous avons entendu du Conseil national de sécurité iranien, le chef du Conseil national de sécurité iranien, le Dr Larijani, a déclaré que les Européens insistaient car ils voulaient que l'Iran conclue un accord avec l'AIEA. L'Iran l'a fait, puis ils ont changé de discours, disant qu'il fallait maintenant parler avec les États-Unis. L'Iran est venu avec une proposition selon laquelle il pouvait négocier avec le P5+1, qui étaient les principales parties à l'accord sur le JCPOA. Et je pense que le point que l'Iran soulève, c'est que l'Occident n'était pas intéressé. D'ailleurs, il a dit que les Européens n'avaient pas répondu à la proposition de l'Iran de négocier avec tous les pays impliqués dans le JCPOA. L'Iran n'a pas une attitude positive. Est-ce là le problème? L'Iran n'a pas de réponse positive. Vous savez, de la part des États-Unis dans les négociations. Parce que quand on regarde la façon dont Verhofstadt négociait avec l'Iran, à chaque fois qu'il parlait avec les Iraniens, il ressortait et disait quelque chose de différent. Cela n'avait rien à voir avec ce qu'il avait dit pendant les négociations. L'Iran fait-il confiance aux États-Unis? Ou, pour le dire autrement, pourquoi l'Iran pousse-t-il d'autres pays à participer aux négociations au lieu de simplement négocier avec les États-Unis? Eh bien, je pense que l'Iran a montré, tant à son peuple qu'à la communauté internationale, que non seulement les États-Unis, mais tout l'Occident, c'est inutile. Peu importe comment on essaie de coopérer avec eux. Je sais que certaines personnes n'aiment pas ce qu'a fait le gouvernement iranien, ni la façon dont il a négocié, et certains s'attendaient à ce que l'Iran refuse de négocier et dise simplement « partez d'ici » ou « dégagez » ou quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas la voie intelligente à suivre. Les Iraniens savaient que cela arriverait. Ils savaient que Verhofstadt changeait constamment les règles du jeu. Ils savaient qu'il n'en sortirait rien. Du moins, ceux que je connais en étaient convaincus. Et je n'ai jamais cru que nous arriverions à un accord avec eux. Et il en a été de même avec l'AIEA. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut être capable de convaincre le plus grand nombre possible de personnes, tant dans le monde qu'à l'intérieur du pays, que tout ce qui était possible a été fait. Si, par exemple, l'Iran avait refusé de négocier indirectement, en fait, au début, l'Iran avait effectivement refusé de négocier, puis les Américains ont changé de ton et d'attitude, et les Iraniens ont accepté des négociations indirectes. Mais si l'Iran ne l'avait pas fait,
Alors ces médias persans et les médias occidentaux, ces médias persans en Occident, qui sont contrôlés par les services de renseignement occidentaux, comme BBC Persian, Iran International, Manoto et tous ces autres médias dirigés par des agents et des mercenaires occidentaux, auraient critiqué l'Iran. Mais eux et les médias occidentaux auraient dit, eh bien, si l'Iran avait négocié, cela ne serait pas arrivé. Donc les Iraniens, afin d'empêcher qu'ils puissent convaincre ne serait-ce qu'une partie de la société que c'était le cas, ont pris l'initiative supplémentaire de les exposer. Et comme je l'ai dit, ils ont fait de même avec l'AIA. Donc négocier avec les Américains, je pense qu'il est désormais clair pour les Iraniens et d'autres que cela ne sert à rien. Et dans le cas de Trump, rien de ce qu'il dit n'est fiable. Il se réveille le lendemain matin et dit quelque chose de complètement différent. Rappelez-vous, pendant la guerre de 12 jours, il suffit de relire ses publications durant cette guerre d'agression pour voir à quel point il est incohérent et instable, et comment à chaque instant il menaçait le dirigeant. Ensuite, il parlait de changement de régime. Quel est le rapport avec le programme nucléaire? Et puis, bien sûr, lorsque les choses ont mal tourné pour le régime israélien, il a finalement dû reconnaître que ces missiles iraniens les frappaient durement. Steve Bannon a admis ou a souligné dans son émission que Trump avait dû sauver Netanyahou parce qu'ils étaient en train de perdre la guerre de façon catastrophique. Et au fur et à mesure, de plus en plus d'informations sortent sur les dégâts que l'Iran a infligés au régime, ce qui est caché par l'Occident collectif et les médias occidentaux parce qu'ils sont tous de mèche. Nous avons eu la visite de Benjamin Netanyahu aux États-Unis. Je pense qu'il est venu aux États-Unis 5 fois depuis l'élection de Donald Trump. Et cette fois-ci, il semble que Donald Trump et son administration essaient d'équilibrer la situation à cause, je ne sais pas, de la solution à 2 États dont il parle. En ce moment, Donald Trump a un plan de paix et il dit qu'il semble que l'issue de ce plan de paix soit en quelque sorte capituler ou mourir à Gaza. Il n'y a pas d'autre option pour le Hamas, pour les habitants de Gaza. Et il y a quelques instants, juste avant d'entrer en direct, nous avons appris de Netanyahou, il a publié une vidéo en hébreu, qu'il n'allait pas se retirer de Gaza. Alors qu'est-ce que cela signifie? Que signifie le plan de paix s'il ne se retire pas de Gaza? Eh bien, comme je l'ai dit plus tôt, Netanyahou est dans une position de faiblesse. Et je pense que cela pourrait aussi être une raison pour lui d'attaquer l'Iran, parce qu'il est dans une situation très difficile. Il ne gagne pas la guerre à Gaza. Nima, il tue beaucoup de gens chaque jour. Il massacre des femmes et des enfants. Ils exterminent les Palestiniens. C'est un projet d'extermination. Des dizaines de milliers de personnes ont été tuées. Rappelez-vous, beaucoup de gens sont sous les décombres. Beaucoup sont morts de maladies, de cancers, de diverses maladies ou sont en train de mourir de maladies qui seraient facilement soignées dans des circonstances normales. Mais ils meurent parce qu'il n'y a pas de médicaments, pas de nourriture et pas d'infrastructure pour les soigner. Donc il réussit à massacrer ces gens. Et les Israéliens soutiennent cela. Ils apprécient cette extermination du peuple palestinien. Et les Européens et les Américains, ils soutiennent cela. Ne soyons pas naïfs, ils soutiennent cela. Vous n'avez pas vu un seul pays européen sanctionner l'armée israélienne, le gouvernement israélien, le régime ou quoi que ce soit de ce genre. Peut-être qu'une ou 2 personnes ont été sanctionnées. Ils s'en moquent, ou alors ils ne seront tout simplement pas autorisés à entrer dans un pays en particulier. Mais la coopération avec le régime israélien, permettant à ce régime de mener à bien cet holocauste, continue. Et la BBC, Sky News, le New York Times, le Guardian, le Washington Post, Breitbart, Fox News, ils sont tous de mèche. Et les géants de la tech, ils sont tous du côté de cet holocauste. Nous vivons dans une véritable dystopie.
L'Occident a créé une dystopie mondiale. The West has created a global dystopia. But Netanyahu, despite all that, is in a very difficult situation. Mais Netanyahou, malgré tout cela, se trouve dans une situation très difficile. La guerre ne se passe pas bien. Il ne va pas pouvoir prendre Gaza. Et nous avons déjà vu Trump proférer ses menaces contre le Hamas et la résistance, mais sans effet, car ils savent que la soumission signifie la mort. Et ils savent que les États-Unis et le régime israélien mentent, que Trump ment et que Netanyahou est en train de mourir. Certains disent que Trump considère Netanyahou comme politiquement faible et que ce plan de paix pourrait être une tentative de faire pression sur lui pour mettre fin à la guerre. Je ne le vois pas ainsi. Je ne pense pas que Trump exercera une réelle pression sur Netanyahou. Et je pense, lorsque le régime israélien attaquera l'Iran, Trump sera là pour soutenir Netanyahou, comme il le soutient chaque jour, à chaque heure. Rappelez-vous, il vient de dire qu'aucun président n'a jamais soutenu Israël comme lui. He just said that no president has ever supported Israel like I have. And there's no sign that that is going to change. Et rien n'indique que cela va changer. Mais maintenant que Netanyahou est affaibli et que sa position est vulnérable, je pense que comme par le passé, chaque fois qu'il se trouve dans une très mauvaise situation, il cherche l'escalade. C'est pourquoi je pense qu'il est possible qu'il attaque bientôt l'Iran. Je ne dis pas que cela va arriver, mais vous avez vu que le président a dit que si quelque chose m'arrive, il y aura des gens pour me remplacer. Et même si je ne fais pas partie du gouvernement ou quoi que ce soit de ce genre, après l'émission, je devrais vous donner quelques noms de personnes que vous pourriez inviter dans votre émission au cas où je ne serai pas disponible à l'avenir. Mais les Iraniens ne vont pas se laisser intimider. Ils ne vont pas être vaincus. Et ils sont prêts. Mais je n'ai aucun doute que la prochaine fois que Netanyahou attaquera l'Iran, Trump sera là pour lui. Trump will be there for him. The governments across Europe, Canada, Les gouvernements à travers l'Europe, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande seront là pour Netanyahou et pour l'aider dans sa campagne d'extermination. Et vous verrez qu'Erdogan, étant le traître que j'ai toujours dit qu'il était, continuera de trahir la cause, tout comme le Qatar et d'autres pays qui prétendent se soucier du peuple palestinien, mais qui ne feront rien pour les soutenir. Et souvenez-vous, tout cela concerne la Palestine. Le péché de l'Iran, c'est de s'opposer à l'extermination du peuple palestinien. Il s'oppose au déplacement de la population palestinienne. Il s'oppose à l'apartheid. Voilà son péché. Cela a toujours été son péché. Toute la propagande anti-iranienne ou anti-Ansar Allah ou anti-Hezbollah de ces dernières décennies concerne le soutien de l'Occident au génocide et à l'apartheid et l'opposition de l'Iran à cela. Et je pense que les gens commencent à prendre conscience de cette réalité. Professeur Marandi, pensez-vous que vous avez mentionné l'Australie, le Canada, peut-être l'Europe, qui pourraient d'une certaine manière aider Israël dans son attaque contre l'Iran? Mais comment peuvent-ils croire ou penser que cette fois-ci sera différente de la guerre qu'ils ont menée auparavant? Ce ne sera pas différent, mais ce sera pire, je pense, pour le régime israélien. Les Iraniens frapperont plus fort. Mais c'est simplement leur façon d'agir. Ils sont dans la poche des néoconservateurs et des sionistes, qui sont, comme je l'ai dit, une seule et même chose. L'Australie sanctionne l'Iran, mais ne sanctionne pas Israël, et elle fait de fausses accusations pour le justifier. Pourtant, un holocauste est en cours, et il ne sanctionne pas Israël. C'est la même chose pour la Nouvelle-Zélande, le Canada, tous ces pays, ou la Turquie. La Turquie continue ses affaires comme d'habitude. Il continue à commercer. Il transporte toujours du pétrole bon marché de Bakou vers Israël, après 2 ans de génocide. La Jordanie, l'Égypte, depuis que la mer Rouge a été fermée par Ansarullah, les forces armées yéménites et le peuple du Yémen, on voit que beaucoup de ces marchandises passent par la péninsule arabique, vers la Jordanie, puis vers la Palestine.
Donc vous savez, il n'est pas nécessaire de déployer une force militaire en Palestine pour soutenir le régime. Il suffit de l'aider par le biais des affaires, du commerce, de la couverture politique, et ainsi de suite, pour qu'il puisse s'en sortir. Et la reconnaissance d'un État palestinien n'est pas un acte contre le régime, même si tous ces pays ne l'ont pas fait. C'est uniquement pour faire taire leur propre population qui deviennent de plus en plus en colère. Sinon, reconnaître la Palestine sur un bout de papier ne signifie rien. À l'heure où nous parlons, vous le savez, je le sais, et votre public aussi, nous savons tous qu'il procède à un nettoyage ethnique en Cisjordanie. Il tue des gens presque quotidiennement. Parfois, il tue plusieurs personnes, mais en moyenne, il tue des gens chaque jour. Rien qu'aujourd'hui, je pense que quelqu'un est mort à la suite de la terreur et du harcèlement en Cisjordanie. Ils procèdent donc à un nettoyage ethnique de certaines parties de la Cisjordanie. Ils occupent de nouveaux territoires en Syrie. Et bien sûr, le régime Jolani est déterminé à conclure un accord avec le régime israélien. Nous les avons vus rencontrer des personnalités de haut rang étroitement liées au régime Netanyahou aux États-Unis. Lui et son régime continuent d'attaquer les Syriens, mais ils n'oseraient pas attaquer le régime israélien. Ils n'oseraient pas répondre à leurs frappes aériennes, à leurs frappes meurtrières. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est tuer des gens ordinaires. Pourquoi? Parce que c'est la CIA qui les a amenés au pouvoir. Ainsi, l'Occident et ces pays de la région, en continuant à faire des affaires avec le régime israélien, font partie du problème et non de la solution, pour le moins qu'on puisse dire. Il me semble, professeur Marandi, que le projet de la solution à deux États est en quelque sorte un moyen pour Israël de gagner du temps afin d'annexer davantage de terres. Regardez ce qui se passe en Cisjordanie. Il ne s'agit que de quelques points sur la carte. Alors comment peut-on parler d'une solution à deux États? Et Mahmoud Abbas est un projet en Cisjordanie. Il facilite d'une certaine manière l'installation des colons sur ces terres. On parle maintenant de Mahmoud Abbas comme étant responsable de toute la Palestine. Donc cela va progressivement faciliter la cession de toutes les terres aux Israéliens. Est-ce là l'objectif principal? Eh bien, Mahmoud Abbas est comme l'esclave de maison dont parlait Malcolm X, ou le Brown Sahib, ou l'oriental orientalisé. Et les gens qui l'entourent sont tous corrompus. Donc évidemment, le laisser à la tête de quoi que ce soit revient essentiellement à renforcer le régime israélien. Il est leur geôlier. Ce processus en Cisjordanie va se poursuivre jusqu'à ce que la Cisjordanie soit nettoyée ethniquement et qu'il débarrasse la région des Palestiniens. Et cela continuera ensuite, s'étendra à la Jordanie, car il s'agit d'un régime expansionniste. Ils veulent le Liban. Je veux dire, quand Netanyahou parlait du Grand Israël, de quoi parlait-il? Il ne parlait pas d'étendre Israël jusqu'à la Méditerranée. Il parlait du Sinaï, de la Jordanie, de certaines parties de l'Arabie saoudite, de la Syrie, du Liban, de l'Irak, de morceaux de la Turquie. Mais vous savez, en ce moment, ils sont occupés avec la Cisjordanie. Leur espoir est donc de se débarrasser des Gazaouis, puis de passer à la Cisjordanie. Enfin, pas vraiment passer à... En réalité, depuis 2 ans, ils le font déjà. Mais les journalistes occidentaux gardent le silence à ce sujet. Les diplomates occidentaux en Palestine gardent le silence aussi. Ils ne veulent pas faire de vagues. Ils ne veulent pas que les gens soient au courant, parce que c'est très embarrassant pour eux. Donc ce processus, la solution à 2 États, a toujours été, comme vous l'avez dit, un mensonge depuis le premier jour. Et c'est ce que les Iraniens disaient depuis le début. Regardez, nous n'acceptons pas la solution à 2 États parce que cela signifierait qu'il y aurait un apartheid dans la majeure partie de la Palestine. Et cela n'est pas moralement légitime.
et que les personnes qui ont été victimes de nettoyage ethnique et qui vivent encore dans des camps à travers la région n'auraient pas de droit au retour. Ce n'est pas moralement acceptable. Mais en supposant que nous acceptions la solution à 2 États, cela n'arrivera jamais. Cela n'arrivera jamais. Et ils ont eu raison. Et ce que le régime israélien a fait dès le début, c'est d'amener les personnes les plus impitoyables et extrêmes en Cisjordanie. Les colons, les colonisateurs de la Cisjordanie sont les pires parmi les pires. Aucun gouvernement israélien ne forcera jamais ces gens à partir. Ils ont été installés là pour s'assurer qu'ils n'en partent jamais. C'était tout l'objectif. C'est pour cela qu'ils ont mis les plus extrémistes de leur population à cet endroit. Donc la solution à 2 États a toujours été une façade. Et l'Occident le savait. Les Européens le savaient. C'était juste pour gagner du temps. C'était simplement pour faire disparaître le problème afin que le régime israélien puisse agir en silence. Les médias occidentaux ont utilisé cela pour s'excuser et détourner l'attention de la réalité en Palestine. Car comme nous le savons, tout cela n'a pas commencé le 7 octobre. Le 7 octobre a été une réaction à de nombreuses décennies de génocide, de massacres et de meurtres. Et ceux qui essayent d'utiliser le 7 octobre comme un outil pour aider le régime israélien, ce sont des complices du génocide, et ils le savent. À présent, ils le savent tous. Je me souviens quand j'étais à la télévision, vous savez, j'y allais comme beaucoup d'autres, et ils parlaient du 7 octobre. Après de nombreuses semaines et mois, ils savaient tous que tout ce récit de génocide, de bébés décapités et d'allégations de viol était un tissu de mensonges, parce qu'ils n'ont jamais pu fournir la moindre preuve. Il n'y avait pas de nom, pas d'image, rien du tout. Il n'y avait absolument aucune image. Mais ils continuent de le répéter, et ils le font encore, parce qu'ils sont des complices du génocide. Ils sont partenaires de cet holocauste. Ils font partie de cette campagne d'extermination. Chacun de ces journalistes, politiciens, élites, experts et diplomates qui utilisent ce mensonge, nous approchons du 7 octobre, donc vous allez beaucoup voir cela dans les prochains jours, ils sont tous génocidaires. Ils sont tous complices de ce génocide. Chacun d'entre eux qui utilise cela est un complice du génocide. Nous avons eu le rapport du New York Times, basé sur un nouveau sondage, selon lequel 7 électeurs américains sur 10 de moins de 30 ans s'opposent à une aide économique et militaire supplémentaire à Israël. Je pense que c'est le point crucial pour Israël et pour ce qui se passe aux États-Unis. D'énormes changements sont en cours. Dans le cas de Charlie Kirk, on voit que la personne qui le remplace est encore plus pro-Israël et ils essaient de remodeler le mouvement pour influencer les personnes dont parle le New York Times. Pensez-vous que ce projet sera couronné de succès? Vont-ils réussir à le faire? Non, parce que Nima, les Américains se rendent compte maintenant que les sionistes les contrôlent aussi chez eux. Ce sont eux qui dirigent. Ils possèdent l'Amérique. Et donc ils les possèdent. Ils n'ont même pas le droit d'utiliser TikTok. L'information va être contrôlée. Leur façon de s'exprimer sera contrôlée. Les universitaires ne pourront plus s'exprimer. Sur quoi? Sur l'Holocauste? Sur le nettoyage ethnique? Sur l'ethno-suprémacisme? Ces sujets sont interdits. Il ne s'agit pas, je ne sais pas, des injustices commises par les États-Unis chez eux, ou je ne sais pas, de la violation des droits de quelqu'un, ou du meurtre d'un Afro-Américain à cause de sa couleur. Non, il s'agit là de racisme institutionnel, de racisme ouvert, d'ethno-suprémacisme. C'est à la vue de tous, une extermination menée avec des armes américaines, le soutien politique américain et le soutien des médias. Et les Américains ordinaires, s'ils disent « nous n'aimons pas ça », ils ont des ennuis. Ils ont donc déjà perdu leur liberté, et ils sont en train d'en perdre encore plus à cause des sionistes. Ce n'est donc pas seulement une question de Palestine et d'un génocide financé par leurs impôts,
Mais cela affecte aussi leur mode de vie dans leur propre pays. Chaque jour qui passe, la situation va empirer pour le régime israélien. C'est pourquoi la situation est si difficile pour Netanyahou. Et c'est aussi une autre raison pour laquelle je pense que Netanyahou va chercher à attaquer l'Iran. Et vous verrez comment les médias occidentaux vont justifier cela. Vous verrez comment ils parlent de cellules dormantes. Vous vous souvenez de ça, comment CNN et d'autres médias parlaient du fait que les Iraniens auraient des cellules dormantes aux États-Unis. Donc ce que faisait CNN qui déteste Trump, c'est qu'il diabolise les Américains d'origine iranienne afin de justifier un génocide, afin de créer la peur en Amérique, pour que les Américains ne remettent pas en question la guerre non provoquée contre l'Iran. Donc CNN est tout aussi horrible que Fox News, mais c'est peut-être un peu plus sophistiqué, moins tapageur. Et ces Américains d'origine iranienne, vous le savez aussi bien que moi, beaucoup d'entre eux ont toujours été apolitiques, parce qu'ils ne veulent pas avoir de problème. Mais maintenant, c'est vers eux que se tournent les accusations. Et beaucoup d'entre eux n'ont même pas, vous savez, ils sont mariés à une personne non iranienne. Ils ne parlent même pas le persan à la maison. Leurs enfants ne parlent pas persan, ou bien leurs parents venaient d'Iran. Donc toutes ces personnes sont d'une manière ou d'une autre accusées. Pourquoi? Pour le bien du régime israélien. C'est CNN. Ce n'est pas Fox News. Donc la prochaine fois que le régime israélien attaquera, vous verrez la même chose. Vous verrez Sky News justifier cela lorsqu'ils frapperont des immeubles résidentiels et massacreront des gens. Et disons qu'un responsable se trouve là, ils vont appeler cela un coup de maître en matière de renseignement. Ils ne vont pas appeler cela un massacre, un crime de guerre, parce qu'ils sont tous complices. Donc, vous savez, la façon, mais les gens prennent conscience de cette réalité. Les gens voient clair à travers tout ça. La situation empire pour le régime israélien. Plus ils essayent de resserrer l'étau en fermant TikTok, plus les jeunes deviennent hostiles. Et en essayant de remplacer Charlie Kirk, peu importe qui il était vraiment, qui l'a tué, tout ça mis à part quand ils essayent de le remplacer par quelqu'un d'encore plus fanatiquement sioniste, ça ne va pas aider. Ça va empirer les choses. Comme je l'ai dit, ces gens-là, rappelez-vous, au début, je crois avoir dit que ces gens deviennent de plus en plus irrationnels. L'empire, à mesure qu'il décline, devient plus irrationnel, plus insensé, et la façon dont ils traitent leur propre peuple devient de plus en plus insensée. Donc, ça ne va pas bien finir pour le régime, mais ça va être dangereux. C'est une phase très dangereuse. Toutes sortes d'explosions de colère pourraient survenir. Mais l'Iran est prêt. Et l'Iran, l'axe de la résistance, n'abandonnera pas le peuple palestinien. Je n'ai aucun doute là-dessus. L'Iran restera ferme. Le Hezbollah restera ferme. Il est vraiment intéressant de voir comment certaines personnes dans notre région attaquent constamment le Hezbollah, mais n'attaquent pas le peuple. Et donc, ce sont des soi-disant soutiens de la Palestine. Pas vraiment. Ils sont payés. Ils travaillent pour le Qatar. Ils sont financés par le Qatar. Et il y a de nombreuses institutions culturelles et médiatiques différentes, ou les Saoudiens, ou les Émiratis. Mais ils prétendent soutenir la Palestine. Et ils soutiennent le projet de la CIA en Syrie, qui s'est avéré être exactement ce que nous avions prédit. Et c'est exactement le contraire de ce qu'ils affirmaient. Mais ils attaquent maintenant. Ils attaquent constamment le Hezbollah. Mais ils n'attaquent pas ceux qui essayent de désarmer le Hezbollah. Mais le Hezbollah restera ferme. Ansarullah restera ferme. L'Iran restera ferme. Netanyahou ne gagnera pas. Cela risque d'être sanglant, mais cela va encore une fois montrer les limites de la puissance occidentale. Et cela va rendre l'Occident plus détesté. Cela va rendre le sionisme plus détesté. Et cela va rendre l'Iran et l'axe de la résistance plus populaire. Je n'en doute pas. Ce sera difficile. Des gens vont mourir.
Beaucoup pensent que les Israéliens seront plus brutaux et impitoyables lors de la prochaine guerre contre l'Iran. Et nous sommes tous prêts. Nous sommes prêts à faire les sacrifices nécessaires pour protéger notre pays, protéger notre peuple et protéger nos amis et alliés. Mais ils ne gagneront pas. Ils peuvent tuer, mais ils ne gagneront pas. Avez-vous déjà imaginé qu'un chef d'Al-Qaïda ou de l'État islamique puisse se retrouver à l'ONU en train de parler et que vous savez, le général Petraeus l'appelle en disant « Vous avez beaucoup de fans, je suis l'un d'eux, et votre succès est notre succès ». Que signifie-t-il lorsqu'il dit « Votre succès est notre succès » ? Il sait qu'Al-Jolani, Al-Shara, tue de nombreuses personnes en Syrie, massacre des gens, des médecins, des infirmières, tout le monde là-bas. Doctors, nurses, everybody there. À cause de cette conférence à laquelle j'assiste, je n'ai pas pu aller à la cérémonie à Beyrouth. Je tenais vraiment à être présent au rassemblement de Sayed Hassan Nasrallah, et je suis très déçu de ne pas y être allé. Mais c'est ce qu'il avait prédit. C'est ce qu'il disait depuis 2011 et 2012. C'est ce qu'il répétait. Et ces gens qui étaient sectaires et financés par ces régimes sectaires, ce ne sont pas des régimes sectaires. Ce sont des clients des Américains, qu'ils soient membres de l'OTAN ou des régimes riches en pétrole et en gaz, ce sont des États clients. Et il disait que cela arriverait depuis le début. Dans beaucoup de ses discours, il l'a souligné. Il était clair d'où venait Al-Qaïda. Il était clair d'où venait l'État islamique. Et Petraeus était l'un des responsables de tout cela. Il sait exactement qui est Jolani. Il sait qui était Baghdadi. Il sait ce que sont ces groupes. Et les preuves, le document de la Defense Intelligence Agency de 2012, l'enregistrement audio divulgué de Kerry à l'ONU, l'email de Jake Sullivan à Hillary Clinton, la liste est longue. L'interview d'Obama avec The Atlantic, je crois, à propos de l'Irak. Les preuves existent. Toute personne qui veut garder les yeux ouverts peut voir qu'il est évident de quoi il s'agissait depuis le début. Mais certaines personnes, à cause de leur haine envers l'Iran, beaucoup de gens en Occident et à gauche, cette haine irrationnelle qu'ils nourrissent depuis des décennies, et beaucoup de personnes qui ont été éduquées dans le sectarisme et la haine, et qui propagent de la désinformation et de la mésinformation sur l'Iran et la résistance, ferment les yeux sur cette réalité par dépit et par haine. Mais tout ce qu'ils ont fait, c'est nuire collectivement à la cause du peuple palestinien. Et ils continuent de le faire. Ceux qui ferment les yeux, ceux qui ouvrent les yeux et ont le courage d'essayer de rectifier ce qu'ils ont fait, d'essayer de réparer les dégâts qu'ils ont causés, tant mieux pour eux. Mais il y en a encore qui veulent garder les yeux fermés parce que cela sert leurs intérêts et leurs intérêts financiers. Et c'est aussi leur arrogance qui les empêche de voir cette réalité. Mais, comme une sorte de loi naturelle ou d'harmonie, ils ne cessent de le répéter. Et le général Soleimani et d'autres, ils savaient tous de quoi il s'agissait. Ils savaient que si quelqu'un comme Jolani arrivait au pouvoir, cela arriverait. Il était leur homme depuis le premier jour. Il n'y a jamais eu de doute à ce sujet. Pourquoi quelqu'un serait-il surpris? La seule chose qui me surprend, c'est à quel point ils sont ouverts à ce sujet aujourd'hui et à quel point Jolani l'est aussi. Et comment ses partisans en Syrie l'acceptent. Alors qu'ils continuent de frapper des gens en Syrie, de tuer des gens, de voler leurs maisons, etc., ils ne font pas grand-chose, ou rien du tout. Oui, nous avons vu tous les États arabes sortir et condamner l'attaque israélienne contre Doha. Hier, ils ont dit que Netanyahou avait appelé l'émir du Qatar et s'était excusé pour ce qui s'est passé. Pensez-vous que ce qui se passe avec les États arabes, sont-ils intimidés par l'attaque contre le Qatar?
Cette intimidation les force-t-elle d'une certaine manière à rejoindre les accords d'Abraham? Ou comment voyez-vous la situation avec les accords d'Abraham? Parce que selon moi, le plan de paix tourne entièrement autour des accords d'Abraham et de ce qu'ils essayent de faire pour Israël dans la région. Et comment trouvez-vous la réaction des États arabes? Well, first of all, the phone call. Eh bien, tout d'abord, l'appel téléphonique après qu'il a eu lieu. Que s'est-il passé? Le Qatar coopère désormais avec les Américains pour amener le Hamas à accepter l'accord. Et regardez la lettre qui a été publiée en ligne, signée par plusieurs pays, dont le Qatar et Erdogan. Il s'agit essentiellement de faire pression sur le Hamas pour qu'il capitule, pour qu'il fasse plus de concessions. Les pays arabes devraient craindre les États-Unis et le régime israélien. Et c'est le cas. Mais le problème, c'est qu'ils ont mis tous leurs œufs dans le panier américain, tout comme Erdogan. Je veux dire, il fait semblant de jouer sur plusieurs tableaux, mais il est OTAN. C'est un acteur de l'OTAN, rien d'autre. Tout ce qu'il a fait au fil des années s'inscrit dans le cadre des intérêts de l'OTAN. Dans toute la région, ils ont peur. Mais puisqu'ils ont mis tous leurs œufs dans le panier américain, que peuvent-ils faire d'autre? Dès que le Qatar a été bombardé, où le ministre des Affaires étrangères ou le Premier ministre sont-ils allés? Directement aux États-Unis pour dîner avec Witkoff et Trump. Est-ce ainsi qu'on dirige un pays? Est-ce ainsi qu'on crée du levier? Que va-t-il faire? Offrir un autre avion à Trump? Le problème, c'est que ces pays refusent de prendre position, refusent de s'éloigner. Ils continuent d'exporter du pétrole. Ils continuent d'acheter du gaz, ils continuent de commercer, ils continuent d'avoir le drapeau israélien et des ambassades, et les Israéliens vont et viennent. Et puis, quand ces pays agissent ainsi, comment peut-on s'attendre à ce que les pays africains et leurs gouvernements rompent leurs liens avec le régime israélien, alors que les pays de la région ne le font pas? Comment peut-on s'attendre à ce que les pays d'Amérique latine rompent leurs liens avec le régime israélien, alors que ces gouvernements ne le font pas? Je veux dire, le gouvernement colombien, le président colombien, est bien plus courageux que ces pays qui ont signé cette lettre soutenant le plan de Trump, son soi-disant plan de paix, ou plutôt son plan de capitulation. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais encore une fois, je pense que malgré tout, les Israéliens sont worth. Le monde s'est retourné contre eux, et nous allons voir ce qui va se passer. Ils vont attaquer la flottille. Cela ne va pas bien paraître. Je veux dire, les gens devraient se concentrer sur la flottille en ce moment, parce qu'ils vont bientôt l'attaquer. Et de quoi s'agit-il avec la flottille? C'est du lait infantile. C'est juste de la nourriture et quelques médicaments sur de petits bateaux, et ils ne veulent pas que cela arrive à destination. Pourquoi? Parce que c'est un projet d'extermination. Tout tourne autour de l'extermination. Donc tout le monde devrait se concentrer là-dessus en ce moment, parce que nous devons faire en sorte que le régime israélien, je veux dire, ils ont pris TikTok et ils rachètent tout. Mais nous devons élever nos voix autant que possible pour rendre cela aussi coûteux que possible pour le régime. Lorsqu'ils attaquent l'Iran, nous devons rester fermes et faire en sorte que cela coûte cher au régime. Chaque bébé tué à Gaza doit coûter le plus possible au régime. Et je n'ai aucun doute que nous allons dans la bonne direction. Le sang de ces enfants, qu'il s'agisse des enfants du Hezbollah, des enfants au Yémen ou des innocents en Iran, ce sang ne sera pas oublié. Sans parler du sang de tous les enfants de Gaza et des femmes qui sont massacrées chaque jour. Cela ne sera pas oublié. Nous devons donc élever la voix et leur faire payer pour chaque bébé qui meurt de faim à Gaza. Si nous ne pouvons pas faire plus que cela, c'est ce que nous devons faire. Si quelqu'un peut faire plus, alors il doit le faire.
Voici ce qu'a déclaré Tom Fletcher, un responsable de l'ONU, à CNN au sujet de la famine à Gaza, professeur. Ils meurent de faim. En fait, leur corps consomme leurs propres organes. Ce que nous leur donnons pour essayer d'éviter cela, c'est ce genre de pâte de beurre de cacahuète Hachmewet riche en protéines. Oui, je sais ce que c'est. Et on nous a dit que nous ne pouvions pas apporter de beurre de cacahuète parce que c'est un luxe, parce que le Hamas pourrait essayer de le voler. Donc nous sommes à la frontière chaque jour à nous battre pour cela. Sérieusement, nous nous battons pour faire passer nos convois. Nous arrivons à faire entrer un peu plus maintenant, mais cela reste une goutte d'eau dans l'océan. Et ce que nous voyons à Gazaville est absolument horrible. Les gens ont été déplacés encore et encore. Les plus chanceux sont ceux qui vivent sous des tentes. Les plus chanceux sont ceux qui peuvent s'échapper. Mais nous sommes là. Nous resterons et nous livrerons. Nous avons des collègues qui restent à Gazaville pour sauver autant de vies que possible et pour témoigner de ce que nous voyons. Professeur Marandi, la situation à Gaza, je pense, comme vous l'avez mentionné, revêt une importance particulière en ce moment. La famine est l'une des pires choses qui puissent arriver à une nation, et c'est ce qui arrive au peuple de Gaza. Pensez-vous que cette situation va s'améliorer d'une manière ou d'une autre? Ils essayent de faire quelque chose, l'ONU et ceux qui tentent d'aider la population de Gaza. Il a décrit une situation biologique où un organe commence à attaquer un autre organe. C'est incroyable. Quelle est votre compréhension de cela? What's your understanding of that? Oui, j'ai tweeté cela, je crois, hier aussi. C'est juste, et tout tourne autour du Hamas. Ils utiliseront le mot Hamas, et leurs apologistes occidentaux utiliseront Hamas. Et maintenant, vous savez, ces pays de la région disent « acceptez cela et faites partir le Hamas et la résistance de Gaza ». C'est tout simplement incroyable, mais cela montre à quel point ce régime est maléfique et illégitime. Et pourquoi l'Iran, rappelez-vous, quand la guerre contre l'Iran commencera, peu importe quand, souvenez-vous que tout cela est lié au fait qu'Ayatollah Khamenei, comme Saïd Hassan Nasrallah, et comme l'armée, la direction, l'establishment politique en Iran et le peuple iranien, s'opposent à la famine imposée au peuple palestinien. Lors de la conférence à laquelle j'assiste, j'ai rencontré un universitaire d'un des pays de notre région. Il a dit que les gens dans mon pays se moquent de l'Iran. Je ne sais pas. Je pense qu'il parle probablement des élites dirigeantes de son pays. Mais je pense qu'on ne peut que louer les Iraniens, Ansarullah et le Hezbollah, car ce sont eux qui font des sacrifices pour le peuple palestinien. Ils ont fait preuve de constance, ils ont été honorables et ils en payent le prix. Les Iraniens payent le prix depuis presque 50 ans. Et il est temps que les gens du monde entier prennent conscience de cette réalité. Et les Iraniens ne vont pas, comme je l'ai dit plus tôt, ils n'abandonneront pas le peuple palestinien. Cela n'arrivera pas. Ils n'abandonneront pas Gaza. Vous savez aussi bien que moi, et votre public également, que la résistance à Gaza est due à l'héroïsme du peuple palestinien. Mais ce sont aussi les Iraniens qui apportent leur aide. Les Iraniens qui font entrer des fournitures à Gaza pour les aider à construire des tunnels, pour leur permettre de défendre leurs terres de manière plus adéquate. Et l'Iran ne va pas s'arrêter. L'Iran va continuer à aider Ansarullah, le Hezbollah et tous ceux qui soutiennent le peuple palestinien. Et l'Iran en a payé le prix et continuera de le payer. Mais le régime israélien est en train de perdre. Nima, Israël a perdu cette guerre. Israël a été exposé pour ce qu'il est. Et ses apologistes et ses soutiens ont été exposés pour ce qu'ils sont. Et les jeunes du monde entier ont vu cette réalité. And those who cling on to this
Et ceux qui s'accrochent à cette image, cette fausse image d'Israël et des États-Unis comme étant les gentils, ce sont des personnes âgées qui ne seront plus là très longtemps. Ceux de 65 ans et plus restent prisonniers de leurs récits absurdes sur notre région. Mais les jeunes se sont tous réveillés. Chaque jour qui passe, cet antagonisme, cette hostilité envers le sionisme, l'apartheid, la suprématie ethnique, le nettoyage ethnique et le génocide. L'hostilité envers tout cela ne fera qu'augmenter. Ils peuvent censurer la liberté d'expression. Ils peuvent fermer TikTok et YouTube. Ils peuvent fermer, ils ont supprimé mes comptes partout. Tout ce qu'il me reste, c'est un compte Twitter. Ils peuvent le fermer aussi. Ils peuvent tous nous faire taire, mais il est trop tard. Tout est désormais clair comme de l'eau de roche. Merci beaucoup, professeur Marandi, d'être avec nous aujourd'hui. Grand plaisir. C'est un honneur. Merci. Thank you. Vous,